La pauvre petite mendiante chantait dans un restaurant pour pouvoir manger, jusqu'à ce qu'un millionnaire la reconnaisse et change sa vie. Les feuilles mortes se déposaient lentement sur les pavés humides de la rue des Marronniers, à Lyon. C'était une de ces soirées d'automne où le vent glacial s'insinuait jusque dans les eaux, où les passants pressèrent le pas, col relevé, les yeux fixés sur l'éclat chaleureux des vitrines de restaurants bondés. Sous une enseigne faiblement éclairée, juste à côté de la terrasse vitrée d'un bistrot chic, une petite silhouette se tenait droite, les pieds nus dans des chaussures trop grandes, les mains serrées autour d'un vieux gobelet en carton. Elle s'appelait Élodie, 9 ans à peine, mais dans son regard il y avait une fatigue que peu d'enfants de cet âge connaissent. Elle portait un manteau élimé, aux boutons disparates, une écharpe tricotée trouée, et sous la capuche tombante, de longues mèches blond foncé s'échappaient en désordre. Sa voix, pourtant, contredisait l'image de misère qu'elle projetait. Douce, claire, presque cristalline, elle s'élevait dans l'air froid comme une plainte ancienne, comme une caresse invisible dans le tumulte de la ville. Elle chantait une vieille mélodie française, transmise par sa grand-mère que sa mère fredonnait encore, couchée sur le vieux matelas d'un centre d'hébergement à quelques rues de là. Les passants ne s'arrêtaient pas. Quelques-uns jetaient une pièce sans ralentir. D'autres évitaient son regard. Le bruit des couverts dans le restaurant, les rires des clients, le cliquetis des verres et la musique d'ambiance formaient un mur invisible entre le confort et l'abandon. Élodie, elle, chantait sans forcer, les yeux mi-clos, concentrée sur les paroles qu'elle connaissait par cœur. Chaque note, chaque inflexion portait une intention. Obtenir assez de pièces pour acheter un pain, une soupe, peut-être même une brique de lait. Cela faisait plusieurs semaines que Claire, sa mère, ne pouvait plus sortir. Son état de santé s'était brusquement détérioré. Une vieille blessure mal soignée, conséquence d'un accident qu'on n'avait jamais pris au sérieux à l'époque, avait empiré. Douleurs aiguës, fièvre imprévisible, fatigue chronique. Le centre d'accueil faisait de son mieux, mais les ressources manquaient. L'assistante sociale avait promis un rendez-vous médical, mais les délais étaient longs, et Élodie ne comprenait que trop bien que chaque jour sans aide rapprochait sa mère de l'abîme. Elle avait alors décidé, toute seule, de reprendre le chant. Pas pour devenir célèbre, pas pour impressionner, juste pour survivre. Personne dans le restaurant ne semblait la voir vraiment. Derrière les vitres embuées, les assiettes se succédaient sur les tables. Les serveurs dansaient entre les clients. Les conversations se mêlaient à la musique d'ambiance. Mais à l'extérieur, dans le halo tremblotant d'un vieux lampadaire, la petite Élodie, debout malgré le froid, donnait tout ce qu'elle avait dans sa voix. Chaque mot chanté était un espoir jeté dans le vent. Parfois, elle regardait le contenu de son gobelet. 2 pièces, puis 3. Cela ne suffirait pas. Alors elle reprenait, changeant de chanson, adaptant son répertoire aux souvenirs flous de son enfance heureuse, avant que tout ne bascule. Elle n'avait que 9 ans, mais déjà, elle connaissait la peur du lendemain, la douleur de voir sa mère souffrir sans pouvoir rien faire. Elle connaissait le regard méfiant des adultes, les réflexes de rejet, les remarques blessantes. Et pourtant, elle chantait. Parce que tant qu'il y avait une chanson à donner, il y avait une chance. Une chance de remplir un estomac vide, de réchauffer les mains glacées de sa mère, de trouver un sourire dans les ténèbres. Ce soir-là, elle choisit une ballade que sa mère adorait. Une chanson douce, presque murmurée, qui racontait l'histoire d'un oiseau blessé rêvant de voler à nouveau. Elle ne savait pas pourquoi, mais cette chanson lui donnait du courage. Peut-être parce qu'elle parlait d'espoir, même dans la douleur. Peut-être parce que l'oiseau, comme elle, refusait de se laisser mourir. Le vent souffla plus fort. Une bourrasque fit danser les feuilles autour d'elle et elle dut resserrer son manteau. Un passant pressé heurta son gobelet du pied sans s'excuser. Les pièces roulèrent sur le trottoir. Elle se pencha, les ramassa une à une, sans dire un mot. Et puis, debout à nouveau, elle reprit sa chanson, comme si rien ne s'était passé. Les notes s'échappaient à nouveau, plus tremblantes, mais toujours sincères. Derrière la vitre, à l'intérieur du restaurant, une silhouette masculine se redressa lentement. L'homme ne parlait plus, ses yeux fixés sur la petite fille dehors. Mais elle ne le vit pas. Pour elle, il n'y avait que la chanson, le froid, et l'espoir de quelques pièces. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un l'écoutait vraiment. Pas par pitié, pas par curiosité,
mais parce qu'il y avait dans cette voix d'enfant quelque chose qu'on n'entend qu'une fois dans une vie, et sans qu'elle le sache, ce chant fragile sur un trottoir de Lyon venait de changer sa vie. À l'intérieur du restaurant, la chaleur contrastait violemment avec la morsure de l'air extérieur. Les murs couverts de bois sombre et les nappes immaculées vibraient sous les éclats de rire et les couverts qui s'entrechoquaient. Une soirée banale pour les clients, tous absorbés par leurs plats raffinés et leurs discussions confortables. Mais à une table près de la baie vitrée, un homme avait cessé de parler. Son regard s'était figé, sa main suspendue au-dessus d'un verre à moitié plein. Les autres convives à sa table ne remarquèrent pas tout de suite son silence. C'était un de ces silences lourds, profonds, qui ne s'imposent pas, mais qui marquent un tournant. Laurent Duval. Un nom qui faisait frissonner la bourse technologique française, un visage rarement vu en dehors de conférences fermées ou de photos figées dans des articles de fond. À 52 ans, il dirigeait l'une des plus grandes entreprises de logiciels européens. Un homme discret, peu mondain, connu pour son efficacité implacable, mais aussi pour son absence quasi totale de vie publique. Ce soir-là, il dînait avec un partenaire asiatique venu discuter d'un nouveau projet d'intelligence artificielle. Jusqu'au moment où cette voix d'enfant douce et vibrante s'était glissée à travers les doubles vitrages du restaurant comme un murmure venu d'un autre monde. Il l'avait d'abord entendu sans y prêter attention. Une note prolongée, presque voilée comme un appel oublié, puis une autre suivie de paroles anciennes, d'une chanson qu'il croyait ne plus connaître. Une émotion sourde s'était éveillée en lui, inexplicable, presque dérangeante. Il se tourna lentement vers la fenêtre et ses yeux cherchèrent la source. Il la vit enfin, une petite fille, debout dans le froid, seule, chantant sans force, mais avec un éclat brut dans la voix. Elle ne quémandait pas, elle ne suppliait pas, elle donnait. Sa présence fragile et déterminée frappa quelque chose en lui qu'il ne pensait plus posséder. Son interlocuteur continuait de parler, mais ses mots devenaient du bruit. Laurent ne répondit plus, détournant le regard de son assiette. La fille chantait toujours. Ce n'était pas seulement sa voix, c'était ce qu'elle portait en elle, une vérité nue, une douleur contenue qui se révélait à travers chaque note. Il n'avait pas l'oreille musicale, et pourtant, il comprenait. Quelque chose dans cette voix remuait des souvenirs enfouis, des images d'enfance, de salles de concert poussiéreuses, de concours où les enfants se présentaient, tremblants, pour impressionner des jurés sévères. Il s'y voyait, adolescent, assis dans l'ombre d'une salle, écoutant sa sœur jouer du violon tandis qu'une autre petite fille chantait cette même chanson sur scène des années auparavant. Il ne se souvenait pas de son nom, juste du sentiment qu'il avait eu ce jour-là, celui d'assister à quelque chose de rare, d'intemporel. Une sensation semblable l'envahissait à nouveau. Pourtant, cela semblait impossible. Cette fillette dehors, en haillons, pouvait-elle vraiment être cet enfant prodige vu autrefois sur scène? Était-ce la même voix, ou son esprit lui jouait-il des tours? Le repas continua autour de lui, mais son attention restait accrochée à la scène de l'autre côté de la vitre. La chanson prit fin. Il vit la fillette pencher légèrement la tête en signe de remerciement à une passante qui avait laissé une pièce. Puis elle redressa les épaules, comme une adulte trop vite formée par l'injustice, et enchaîna avec une autre mélodie. Laurent sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas de la pitié, c'était plus complexe, une sorte de reconnaissance, un appel silencieux à comprendre, à creuser. Il ne se leva pas, il n'alla pas lui parler, pas encore. Il observa, longtemps, chaque mouvement, chaque inflexion de sa voix. Il nota la façon dont elle cachait ses mains tremblantes dans les manches, la manière dont elle gardait les yeux baissés, sauf lorsqu'elle chantait. Là, son regard s'élevait, pas pour supplier, mais pour toucher quelque chose d'invisible. Au bout d'un moment, Laurent se força à revenir à la conversation. Il termina son repas sans dire un mot de plus, mais avant de partir, il demanda au serveur une chose inhabituelle pour lui, la date de réservation de cette table. Il voulait savoir si c'était un hasard, s'il pourrait revenir au même endroit, à la même heure. Le serveur, surpris, répondit poliment, notant la date. Laurent quitta les lieux, un pli soucieux au coin des lèvres. Dans la voiture, il resta silencieux. Le chauffeur, habitué à son mutisme, ne posa pas de questions. Mais au moment de démarrer, Laurent se tourna vers la vitre arrière, jetant un dernier regard vers le trottoir vide. La fillette était déjà partie. Il ne savait rien d'elle, ni son nom,
ni son histoire. Mais quelque chose lui disait que ce n'était pas un hasard. Il y avait, dans cette rencontre muette, une nécessité étrange. Un fil invisible venait d'être tiré, et il n'allait pas le laisser s'effacer. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il resta éveillé plus longtemps qu'à l'habitude. Il fouilla dans ses archives personnelles, ses vieux dossiers numériques, les photos des années passées, des concours, des événements, des visages. Il chercha, sans savoir vraiment ce qu'il espérait trouver. Mais une certitude grandissait en lui. Cette voix n'était pas inconnue. Elle était la clé d'un souvenir plus vaste, d'un passé qu'il croyait oublié. Et au fond de lui, il comprenait déjà que cette petite chanteuse de trottoir allait bouleverser bien plus que son quotidien. Le lendemain, le ciel de Lyon s'était teinté d'un gris plus lourd, chargé de nuages bas qui menaçaient une pluie constante. L'air sentait la pierre mouillée et la fumée de cheminée, et les rues bruissaient d'un murmure nerveux de pas pressés. Au coin de la même rue, devant le même restaurant, Élodie s'était installée. Elle avait enroulé autour de son cou la vieille écharpe de sa mère, rapiécée à la main, et tenait à deux mains son gobelet vide, attendant les premières pièces du jour. Sa gorge, fatiguée par le froid de la veille, la brûlait légèrement, mais elle savait qu'elle n'avait pas le luxe de s'économiser. Le chant n'était pas un choix, c'était sa seule source de revenus, sa seule arme contre l'invisible qui rongeait sa mère, contre la faim, contre l'effacement progressif. Elle entonna une autre chanson. Celle-ci avait des accents de valse, une mélodie ancienne que sa grand-mère jouait au piano quand elle vivait encore dans un appartement modeste mais joyeux. À cette époque, la musique remplissait les pièces et la pauvreté n'avait pas encore brisé leur quotidien. Sa voix monta lentement, fragile au départ, puis plus assurée. Les passants, comme la veille, restaient aveugles, sourds et indifférents. Certains ralentissaient un instant, peut-être troublés par la justesse de la mélodie, mais personne ne s'arrêtait vraiment. De l'autre côté de la rue, dans un véhicule noir garé discrètement, Laurent Duval observait. Il n'était pas seul cette fois. À ses côtés, sur le siège arrière, il tenait un journal soigneusement plié, une édition spéciale qu'il avait demandé à son équipe de recherche d'extraire des archives de son ancienne fondation musicale. Sur la 4e page, au bas d'un article dédié à un concours régional de jeunes talents, une photo en noir et blanc avait capté son attention. On y voyait plusieurs enfants sur une scène, fiers, souriants, tenant des certificats de participation. L'une d'elles, au centre, tenait un petit trophée en forme de lyre, ses cheveux attachés en une natte imparfaite, ses yeux clairs et son sourire timide ne laissaient que peu de doute. C'était la même petite fille que celle qui chantait là-bas, sur le trottoir, dans le froid. Laurent se sentait dérouté. Il connaissait ce concours. Il s'en souvenait même parfaitement. Il avait été organisé dans une salle municipale par une fondation de mécénat musical dont il avait été l'un des premiers donateurs. À l'époque, il l'avait créé sur les conseils de sa sœur, Camille, violoniste de renom, passionnée de transmission artistique. C'était elle qui sélectionnait les enfants, qui supervisait les auditions, qui repérait les perles rares. Lui, à cette époque, finançait les bourses, passait parfois à faire un discours, sans jamais vraiment s'impliquer. Mais cette fillette, il l'avait vue, il en était sûr. Ce visage n'était pas juste une ressemblance, c'était une évidence. Il porta de nouveau les yeux sur Élodie. Elle venait de terminer sa chanson, puis s'était accroupie pour ramasser une pièce tombée trop loin. Son mouvement avait dévoilé brièvement un genou écorché, une chaussette trouée. Elle n'était pas censée être là. Ce n'était pas sa place. Quelque chose avait déraillé. Une voix pareille, un visage reconnu, un passé artistique. Tout cela ne correspondait pas à l'image d'une enfant perdue dans les rues. Il ouvrit le journal, étudia de nouveau la légende sous la photo. Aucun nom n'était indiqué clairement. Juste les finalistes de l'édition junior, catégorie chant, conservatoire municipal, année 2016. Il fit un calcul rapide. Cela coïncidait. Elle aurait eu environ 5 ou 6 ans. Il se souvint que certains enfants venaient de familles musiciennes. Il tenta de se rappeler les noms, sans succès. Mais une idée commença à germer. Il devait en savoir plus. Il ne pouvait pas rester là, passif, avec l'image d'une petite fille brillante échouée sur un trottoir. Il sentit que ce n'était pas une simple coïncidence. Il y avait un passé commun, un lien oublié à déterrer. Dans un geste inhabituel pour lui, il sortit son téléphone, composa un message bref à son chauffeur et assistant personnel, Thomas.
Il demanda qu'une enquête discrète soit lancée. Pas une intervention, juste de l'information. Qui était cet enfant? Où vivait-elle? Et surtout, pourquoi se retrouvait-elle à chanter dans la rue alors qu'elle avait été, des années plus tôt, sous les projecteurs d'un concours culturel reconnu? Pendant que le moteur tournait doucement et que la pluie commençait à marteler les vitres, Élodie reprenait une autre chanson, cette fois plus vive. Sa voix s'était réchauffée. Elle avait appris, avec le temps, à adapter son souffle, à ne pas forcer. Chaque chanson était un effort calculé. Elle devait tenir jusqu'à midi. Après, elle pourrait peut-être acheter un sandwich, peut-être même un médicament pour sa mère. Elle n'espérait plus des miracles, mais elle espérait encore juste assez pour ne pas s'arrêter. Laurent resta encore quelques minutes. Il ne descendit pas. Il ne voulait pas l'effrayer. Il voulait comprendre. Il observa les gens autour. Aucun ne réagissait vraiment à la voix. C'était comme si elle était invisible. Et pourtant, pour lui, elle brillait comme une alarme silencieuse. Il replia lentement le journal, puis baissa la tête, pensif. Ce qu'il avait vu remettait en question bien plus que la simple détresse d'une enfant. Cela touchait à son passé, à celui de sa sœur, à l'échec peut-être d'un système qu'il avait contribué à créer, puis laisser tomber. Il savait au fond de lui que ce regard croisé la veille n'avait pas été une simple coïncidence. Une affiche oubliée, une voix familière, une silhouette trop connue dans un contexte trop absurde, tous les éléments se connectaient. Restaient les questions, trop nombreuses pour être ignorées, trop brûlantes pour rester sans réponse. Il n'avait encore rien dit à personne, mais il était déjà engagé profondément dans cette histoire qui ne faisait que commencer. La pluie s'était installée sans prévenir, fine, pénétrante, rendant chaque pas dans les rues de Lyon plus lourd, chaque souffle plus visible. La ville, emmitouflée dans ses parapluies noirs et ses manteaux sombres, semblait pressée d'oublier ce début d'automne trop rude. Pourtant, dans cette atmosphère étouffée, une énergie différente animait Laurent Duval. Il n'était pas sorti ce jour-là. Il avait annulé toutes ses réunions, détourné les appels de ses collaborateurs et passé la matinée à son bureau, entouré d'anciens dossiers, de documents d'archives et de notes manuscrites vieilles de plusieurs années. Il avait demandé à Thomas de venir en personne. L'assistant, fidèle depuis plus d'une décennie, savait que lorsqu'un silence persistant régnait dans le bureau de son employeur, quelque chose d'inhabituel était en train de se produire. Laurent, sans lever les yeux de la photo usée du journal, lui avait tendu une feuille plastifiée où figurait la fameuse image du concours de chant. Il avait pointé du doigt la fillette au centre, celle avec le petit trophée, les yeux brillants de fierté. Il n'avait pas besoin de dire davantage. Thomas comprit immédiatement. Son rôle, cette fois, n'était pas d'organiser un déplacement, ni de gérer une crise médiatique. Il devait découvrir l'identité de cet enfant, où elle vivait, qui elle était devenue, comment elle avait pu passer d'un podium de jeunes talents à un trottoir froid avec pour seul public des passants indifférents. Le réseau de Thomas était vaste, discret, efficace. Il n'agissait jamais à découvert. En quelques heures, il mobilisa des contacts dans les services sociaux, consulta des registres scolaires, croisa les listes d'anciens participants du concours avec des dossiers récents d'enfants en situation de précarité. Il commença par le centre d'hébergement du 3e arrondissement, situé à quelques rues du restaurant. Le personnel, prudent, ne livrait jamais d'informations sensibles. Mais un nom revint à plusieurs reprises. Claire, une femme discrète, polie, souffrante, souvent alitée, mère d'une fillette prénommée Élodie. Aucun dossier médical complet, mais des témoignages de travailleurs sociaux décrivant une femme autrefois élégante, cultivée, passionnée de musique, aujourd'hui brisée par les années, par un accident dont on ne connaissait que des fragments. Laurent, en recevant les premières informations, sentit un froid étrange lui glisser le long de l'échine. Claire Moreau. Ce nom, oui, il l'avait déjà entendu. Pas dans le monde des affaires, mais dans les couloirs du conservatoire des années auparavant. C'était une musicienne prometteuse, violoniste, une collègue de sa sœur Camille. Elles avaient joué ensemble à plusieurs reprises, jeunes, complices, avant que leurs chemins ne se séparent brutalement. Il n'avait jamais su pourquoi. Il se rappelait seulement que Camille, un soir, avait pleuré en parlant d'une audition ratée par une amie, d'un accident stupide, d'un avenir sacrifié. Était-ce elle? Cette Claire, autrefois brillante, aujourd'hui invisible, malade, effacée de tous les cercles artistiques. Le nom,
Les dates, la passion pour la musique, le visage de l'enfant. Tout s'imbriquait avec une précision troublante. Il ne restait plus de doute possible. Élodie était bien la fille de Claire Moreau. Et si la mère avait autrefois fréquenté le monde musical, alors le talent de la fillette n'était pas un miracle, mais un héritage. Un don transmis, déformé par la douleur, mais intact. Cette voix qu'il avait entendue percer la nuit et son indifférence était le fruit d'un passé brillant brisé par l'oubli. Pendant que Laurent réunissait ses pièces du puzzle, Élodie, elle, poursuivait sa routine implacable. Chaque matin, elle se levait dans le petit lit grinçant de leur chambre au centre d'accueil, s'habillait seule, donnait à sa mère les médicaments fournis par les bénévoles, préparait un thé tiède quand il y en avait, et partait sans bruit. Elle connaissait les rues où les passants donnaient le plus, les horaires où la générosité battait son plein, souvent en fin de journée, quand les gens sortaient du travail. Elle n'aimait pas chanter dans le métro, trop de bruit, trop de regards durs. Elle préférait les rues ouvertes, les devantures où les voix portaient de mieux. Claire ne disait rien. Elle savait ce que sa fille faisait, même si elle faisait semblant de l'ignorer. Elle sentait l'odeur du vent froid dans ses cheveux, la tension dans ses petites mains quand elle rentrait. Elle voulait crier, la retenir, l'empêcher de porter un fardeau trop lourd. Mais son corps ne répondait plus. Sa douleur était constante, lancinante, et son esprit, malgré la clarté de ses souvenirs, devenait flou dès qu'il s'agissait de faire un choix. Elle n'avait plus de force pour se battre contre le système. Alors, elle laissait faire, honteuse, coupable, aimante. Ce même jour, en fin d'après-midi, Thomas revint auprès de Laurent avec un dossier épais. L'identité de la fillette, les données du centre d'accueil, le parcours scolaire interrompu, les tentatives d'aides avortées, les certificats médicaux partiels de Claire. Tout était là. Et au centre de ce dossier, une certitude douloureuse. Elles étaient seules. Aucune famille connue. Aucun soutien extérieur. Juste elles deux, dans une survie quotidienne qui s'effilochait un peu plus chaque semaine. Laurent lut chaque ligne avec lenteur. Il ne ressentait pas de pitié, ni même une envie de charité. Il ressentait une responsabilité. Il se rappelait Camille, qui parlait de Claire comme d'une sœur musicale. Il pensait à tous les projets qu'il avait financés sans jamais vraiment suivre leur aboutissement. Et il pensait à cette voix, celle d'Élodie, qui continuait de résonner dans sa mémoire. Pure, poignante, vraie. Ce n'était pas une dette, c'était un appel. Il referma le dossier. Son regard s'était assombri. Il n'avait pas encore de plan. Il ne savait pas comment les approcher sans heurter leur dignité, sans paraître envahissant. Mais il savait une chose. Il n'allait pas détourner les yeux. Pas cette fois. Pas elle. Le lendemain matin, la ville semblait engourdie, comme si le ciel lui-même hésitait à se lever. Le brouillard traînait au ras des trottoirs. Les façades grises s'effaçaient dans la brume, et les rares passants avançaient d'un pas lourd, emmitouflés dans leurs manteaux, le regard fixé vers le sol. Dans ce silence ouaté, Laurent Duval, les traits tendus, tournait les pages du dossier que Thomas lui avait remis la veille. Il était seul dans son bureau, dans cette grande maison moderne aux murs tapissés de bois sombre et de photographies encadrées. Certaines montraient des moments officiels, d'autres, plus rares, capturaient des fragments de vie familiale. Sur l'une d'elles, prise des années plus tôt, on voyait sa sœur Camille en train de rire, violon en main, entourée de jeunes musiciens. Et là, dans un coin flou de l'image, apparaissait une silhouette qui lui semblait aujourd'hui étrangement familière. Il se leva brusquement, s'approcha de l'étagère où étaient conservés des albums photos de sa jeunesse. Il fouilla, retourna des pages, jusqu'à tomber sur un cliché abîmé par le temps. Un groupe d'étudiants du conservatoire, réunis dans une salle de répétition, instruments en main, sourire timide. Camille y figurait au centre, et à sa droite, une jeune femme au regard doux, aux cheveux bruns attachés à la hâte, violon posé sur l'épaule. Laurent mit quelques secondes à faire le lien. C'était Claire. Claire Moreau, bien avant que la vie ne la défigure. À l'époque, elle était brillante, pleine de promesses. Sa sœur parlait souvent d'elle, de sa sensibilité musicale hors norme, de son jeu poignant, presque douloureux, capable de faire taire une salle entière d'une seule note. Il se souvint d'une soirée en particulier, dans une petite salle de concert du quartier de la Croix-Rousse. Camille lui avait demandé de venir écouter un duo qu'elle préparait avec Claire pour un récital de fin d'année. Il s'en souvenait mal, mais il revoyait, comme à travers un voile,
Cette jeune femme concentrée, penchée sur son violon, les yeux fermés, le visage tendu vers chaque note, comme si elle en pesait le poids. Ce soir-là, Laurent, peu habitué à l'émotion artistique, avait été bouleversé. Il ne l'avait pas revue depuis. Jusqu'à maintenant, jusqu'à cette image mentale d'une femme amaigrie, alitée dans un centre d'accueil, mère d'une enfant qui chantait pour manger. La connexion était désormais évidente. Claire Moreau avait disparu du milieu musical après un accident. Les rapports collectés par Thomas évoquaient une chute dans un escalier, survenue en sortant d'un conservatoire secondaire où elle enseignait quelques heures par semaine. Fracture du poignet, complications nerveuses, perte de mobilité. À l'époque, elle vivait seule avec sa mère malade. Sans réseau, sans soutien, elle avait lentement glissé dans l'oubli. Sa carrière brisée, elle n'avait plus jamais repris la scène. Sa fille, Élodie, était née quelques années plus tard. Aucun nom de père dans les dossiers, aucune mention d'un compagnon. Laurent referma l'album, secoué par cette réalité trop brutale. Ce n'était plus une enquête abstraite. C'était une histoire qui s'enracinait dans son propre passé, dans celui de sa sœur disparue, dans les couloirs d'un monde qu'il avait fréquenté de loin, sans jamais s'y attacher. Et cette enfant, Élodie, n'était pas une simple voix dans la rue. Elle était le prolongement d'un héritage que le monde avait oublié. Sa voix, sa justesse, son instinct musical, tout cela ne s'expliquait pas uniquement par le besoin ou le désespoir. Elle avait hérité du talent de sa mère, ce talent brut, imparfait mais profondément vrai. Pendant que Laurent recomposait ce puzzle, Élodie, de son côté, avait vécu une nuit difficile. La fièvre de Claire s'était intensifiée, la faisant délirer à plusieurs reprises. La petite fille avait passé des heures assise au bord du lit, changeant les linges humides, tenant la main de sa mère, lui parlant doucement. Elle avait appris à ne pas paniquer. Elle connaissait les phases. Parfois, Claire s'endormait profondément, comme écrasée sous le poids de la douleur. D'autres fois, elle parlait à voix haute, confuse, appelant des noms que l'enfant ne connaissait pas. Cette nuit-là, elle avait murmuré le nom de Camille, plusieurs fois avec une tendresse douloureuse dans la voix. Élodie n'avait pas dormi. À l'aube, elle s'était habillée en silence, avait laissé un mot griffonné près du lit. « Je reviens vite », et s'était glissée hors du centre. Elle ne ressentait plus le froid. Son corps s'y était habitué. Elle s'était placée, comme toujours, devant le restaurant. Mais ce matin-là, sa voix était différente. Fatiguée, moins assurée. Elle n'avait pas l'énergie habituelle, et les passants semblaient le percevoir. Moins de pièces, moins de sourires. Pourtant, elle continuait, par besoin, par habitude, et parce qu'au fond, elle savait que c'était la seule chose qu'elle savait faire, chanter. Un peu plus loin, dans une voiture banalisée, Thomas observait la scène. Il n'avait reçu qu'un ordre clair de Laurent. Surveiller, discrètement, noter les habitudes, ne jamais intervenir. Il prit des photos, non pour les exposer, mais pour documenter, pour préparer une éventuelle approche. Il vit la fillette frissonner, se racler la gorge, recommencer à chanter, et il comprit, sans mots, pourquoi son patron était si ébranlé. Cet enfant portait quelque chose d'unique. Ce n'était pas seulement sa voix, c'était sa façon de lutter contre l'effacement, de résister à la misère sans jamais implorer. Dans l'après-midi, Thomas revint au bureau de Laurent avec une nouvelle information. Un ancien professeur du conservatoire, contacté à titre personnel, avait confirmé que Claire avait été l'une des meilleures de sa promotion. Il se souvenait aussi d'une élève brillante, âgée d'à peine 5 ans, qui accompagnait parfois sa mère lors des répétitions. Il se rappelait l'avoir vue tapoter les touches d'un vieux piano avec une étonnante précision, chanter des fragments de mélodie en les mémorisant après une seule écoute. Il avait été persuadé que cette petite deviendrait un jour une grande artiste. Laurent écouta ce récit en silence. Chaque détail faisait écho à ce qu'il avait vu et entendu. Il sentit naître en lui une forme d'urgence. Il ne pouvait pas se contenter de regarder. Il avait trop attendu. Cette histoire qu'il croyait être celle d'une simple enfant dans la rue était en réalité l'histoire d'un monde oublié, d'une promesse trahie, d'un talent enterré vivant. Et il savait désormais que sa place dans cette histoire ne pouvait plus être celle d'un simple observateur. Le soir tombait lentement sur Lyon, comme une couverture grise tirée lentement sur les toits encore humides de la journée. Dans le bureau feutré de Laurent Duval, les lumières restaient tamisées. Seule la clarté d'un écran illuminait son visage tendu. Les données, les documents, les photos, tout était désormais rangé dans un dossier confidentiel. Mais pour lui,
Chaque élément s'était déjà gravé en mémoire. Claire Moreau, Élodie. 2 prénoms qui tournaient dans sa tête avec l'insistance d'un thème musical impossible à oublier. Il avait désormais toutes les informations nécessaires pour agir, mais la question restait entière. Comment s'approcher sans briser l'équilibre fragile qu'elles avaient construit dans leur misère? Il ne voulait pas être un sauveur arrogant, ni un bienfaiteur anonyme. Il voulait leur rendre ce que le monde leur avait volé, mais sans les blesser davantage. Il se rappelait des paroles de sa sœur, Camille, à propos de Claire. Elle est fière, parfois trop, mais c'est ce qui la rend forte. Cette fierté, il la percevait encore aujourd'hui, dans les gestes d'Élodie, dans sa manière de chanter sans jamais supplier, dans cette retenue digne même dans les instants les plus cruels. Il savait que la moindre erreur pouvait être interprétée comme une intrusion, voire une agression. Il fallait approcher avec humilité, presque à pas feutrés, comme on s'approche d'un animal blessé, prêt à fuir au moindre mouvement brusque. Alors, il décida de tenter un premier pas, discret. Il fit préparer une enveloppe contenant une lettre manuscrite simple, sans en-tête, sans signature tape à l'œil. Juste quelques mots. Il y expliquait qu'il connaissait Claire autrefois, qu'il avait reconnu sa fille par hasard, que sa voix l'avait touché profondément. Il proposait son aide, mais sans imposer quoi que ce soit. Un contact, une possibilité, pas une obligation. Il demanda à Thomas de remettre l'enveloppe au personnel du centre d'accueil, avec pour consigne de ne surtout pas la donner directement à Claire si elle ne souhaitait pas la recevoir. Respecter son choix, toujours. Le message ne reçut aucune réponse. 3 jours passèrent. Laurent, bien qu'impatient, se força à ne pas agir davantage. Il connaissait le mécanisme de la méfiance. Claire avait probablement vécu des promesses non tenues, des aides conditionnelles, des jugements voilés. Elle avait peut-être même peur que quelqu'un veuille lui prendre sa fille, comme cela arrive trop souvent dans les cas de grande précarité. Pour elle, tout étranger riche ou influent pouvait représenter une menace déguisée. Laurent se demandait s'il n'avait pas été trop direct ou trop timide. L'incertitude le rongeait, mais il décida d'attendre encore. Pendant ce temps, au centre, Claire avait bien reçu la lettre. C'est une travailleuse sociale qui la lui avait remise avec prudence, en précisant qu'elle n'était pas obligée de la lire. Elle l'avait d'abord laissée sur la table de nuit, intacte, 2 jours durant. Puis, une nuit, alors qu'Élodie dormait, elle s'était décidée à l'ouvrir. Les mots lui parurent sincères. Le style était sobre, respectueux. Et le nom, Laurent. Elle mit un moment à faire le lien, mais un souvenir émergea. Le frère de Camille, l'homme qui finançait leur fondation musicale. Il avait assisté à plusieurs concerts, toujours en retrait. Elle se rappelait de ses yeux clairs, de son silence impressionnant. Elle n'en revenait pas qu'il ait pu reconnaître sa fille, mais une peur viscérale la rongeait. Elle savait combien le monde pouvait être cruel avec les mères pauvres. Elle avait déjà reçu des visites d'agents sociaux inquiets, insinuant qu'Élodie n'était pas en sécurité, qu'elle devrait être placée. Claire n'avait jamais levé la main sur sa fille, n'avait jamais manqué d'amour, mais la misère suffisait parfois à faire basculer le jugement des autres. Et maintenant, ce Laurent, cet homme puissant, semblait s'intéresser à elle. Cela pouvait être une bénédiction ou une catastrophe. Elle ne savait plus. Cette tension intérieure se reflétait dans le comportement d'Élodie. La fillette avait remarqué l'inquiétude dans les gestes de sa mère, les silences plus longs, les soupirs étouffés. Elle sentait que quelque chose changeait, mais n'osait pas poser de questions. Elle continuait à sortir chanter chaque jour, mais son esprit était ailleurs. Elle s'interrogeait sur l'homme dans la voiture noire, qu'elle avait vu 2 fois maintenant, à quelques mètres d'elle, observant sans jamais intervenir. Était-ce un danger ou un espoir? Les jours suivants, la situation se compliqua davantage. Le centre d'accueil annonça lors d'une réunion qu'il devait fermer temporairement pour raisons administratives, des irrégularités dans la gestion, des travaux non conformes et surtout des financements en baisse. Les familles hébergées devaient trouver d'autres solutions. Une liste de structures alternatives fut distribuée, mais elles étaient toutes saturées. Claire comprit qu'elles allèrent se retrouver à la rue. Encore. Elle se souvint des mois passés dans un squat humide, des nuits blotties contre sa fille pour lui tenir chaud. L'idée de revivre cela lui donnait le vertige. Elle pensa de nouveau à la lettre, à Laurent. Mais l'orgueil, la peur et le sentiment d'avoir été oubliée par ce monde de privilégiés l'empêchaient de faire le pas. Elle préférait tout perdre plutôt que de tendre la main sans certitude.
Élodie, de son côté, tenta de rassurer sa mère. Elle lui promit qu'elle chanterait davantage, qu'elle trouverait un moyen. Mais au fond d'elle, la panique montait. Elle savait que sa mère était trop faible pour survivre dehors encore une fois, et elle savait aussi que sa propre voix, malgré tout son cœur, ne suffirait plus à changer leur réalité. Dans son bureau, Laurent reçut la nouvelle de la fermeture du centre. Thomas, qui surveillait les annonces publiques et les mouvements sociaux dans la ville, l'informa dès qu'un article parut. Laurent sentit son cœur se serrer. Il avait trop attendu. Désormais, le temps jouait contre elle, et il devait agir. Mais comment offrir son aide sans écraser, sans effrayer, sans raviver les blessures anciennes? C'était là son dilemme. Il n'était pas un homme d'émotion, mais face à cette mère invisible et cet enfant lumineuse, il comprenait soudain ce qu'était le respect profond. Il ne s'agissait pas de sauver, il s'agissait de ne pas trahir leur dignité. Le vent de novembre balayait les rues de Lyon avec une violence sourde, faisant claquer les volets mal fixés et secouant les dernières feuilles suspendues aux platanes du boulevard. La ville, blottie sous des écharpes épaisses, semblait fuir le froid. Les regards se détournaient, les conversations s'abrégeaient. Dans cette atmosphère tendue, Élodie continuait de chanter, chaque jour, au même endroit, avec une régularité presque mécanique. Mais depuis l'annonce de la fermeture imminente du centre d'hébergement, son chant avait perdu quelque chose. Elle faisait toujours vibrer les notes, choisissait ses chansons avec soin, mais ses yeux, eux, semblaient ailleurs, comme si une partie d'elle se retirait petit à petit du monde visible. Laurent, de son côté, avait pris une décision. Il ne pouvait plus rester dans l'ombre, attendre que les circonstances les poussent à l'extrême. Mais il refusait toujours l'idée d'imposer quoi que ce soit. Il voulait leur offrir une possibilité, une fenêtre, un souffle d'air dans un univers trop souvent clos. Il réfléchit à une manière de les approcher sans effrayer, sans humilier. Et ce fut une idée, presque anodine, qui s'imposa. Un événement caritatif organisé par l'une de ses fondations partenaires allait se tenir dans une petite salle municipale, non loin du quartier où Élodie chantait. Le thème était simple, jeunes talents et solidarité. Des artistes en herbe viendraient se produire, accompagnés de quelques musiciens professionnels venus encadrer les prestations. L'événement n'avait pas d'enjeu médiatique. C'était une soirée modeste, mais sincère, dont le but était de collecter des fonds pour les enfants défavorisés. Laurent envoya Thomas en éclaireur. Ce dernier approcha Élodie un après-midi, alors qu'elle venait de finir une chanson particulièrement douce. Il s'approcha lentement, sans geste brusque, tenant à la main un flyer discret aux couleurs sobres. Il se présenta comme un simple bénévole du programme. Il expliqua que l'événement accueillait des enfants ayant un don musical et que la prestation n'avait rien d'obligatoire. Elle ne serait ni notée ni jugée. Il précisa surtout que les participants recevraient un dîner chaud, des vêtements d'hiver et un petit lot symbolique. Il ajouta enfin, presque en s'excusant, que les parents étaient évidemment les bienvenus. Élodie, méfiante, ne dit rien au début. Elle fixa l'homme longuement, comme pour tenter de deviner ses intentions. Puis, prenant le flyer, elle demanda d'une voix calme si elle pouvait en parler à sa mère avant de donner une réponse. Thomas acquiesça et lui sourit sans insister. Il repartit sans poser de questions. Ce soir-là, Élodie lut l'invitation à Claire, assise à côté d'elle sur le lit étroit du centre. Sa mère, pâle et affaiblie, resta longtemps silencieuse. Puis elle demanda doucement « Tu veux y aller ?» La fillette hésita. Elle avait peur. Peur de se tromper. Peur que ce soit un piège. Peur qu'on leur reprenne ce qu'elle n'avait même plus. Mais une part d'elle brûlait d'envie de chanter dans un lieu chauffé, devant des gens venus pour écouter. Pas pour juger. Pas pour fuir. Elles décidèrent d'y aller. Claire exigea d'accompagner sa fille, malgré sa fatigue. Elle sortit un vieux manteau du fond de leur armoire, rafistolé avec des bouts de laine, et aida Élodie à choisir une robe simple mais propre, offerte par une bénévole quelques mois plus tôt. Le soir venu, elles marchèrent lentement jusqu'à la salle. Le bâtiment était modeste, aux murs ternes, mais à l'intérieur, une lumière douce et une chaleur humaine les accueillirent. Une dizaine d'enfants se préparaient dans une pièce attenante, encadrés par des bénévoles bienveillants. Personne ne posait de questions. Personne ne regardait Élodie avec pitié. Laurent, présent dans la salle mais dissimulé parmi les invités, sentit son cœur se serrer en les voyant entrer. Claire marchait difficilement, tenant sa fille par la main, mais son regard était droit. Elle ne cherchait pas la compassion.
Elle était là pour soutenir Élodie, comme une mère digne, même dans l'épuisement. Élodie, elle, serrait ses lèvres, droite, concentrée. Un bénévole l'accompagna vers les coulisses où elle pourrait attendre son tour. Lorsque son nom fut appelé, un silence respectueux s'installa dans la petite salle. La fillette s'avança, seule, tenant une petite feuille pliée avec les paroles de sa chanson. Elle monta sur scène, se plaça devant le micro, leva les yeux vers la lumière tamisée, et pendant un instant, le monde entier sembla retenir son souffle. Puis, elle chanta. Pas comme elle chantait dans la rue, pas comme elle chantait pour survivre. Elle chanta comme si elle revenait chez elle. Sa voix, d'abord timide, se déploya lentement, guidée par une justesse bouleversante. Elle interpréta une chanson que sa mère aimait autrefois, une mélodie pleine de nostalgie et d'espérance, presque murmurée. Dans la salle, on n'entendait plus un souffle. Certains fermaient les yeux. D'autres regardaient fixement cet enfant qui semblait se transformer à mesure que les notes s'élevaient. Claire, assise au fond, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne les retint pas. Elle pleura, non de douleur, mais de fierté. Ce n'était plus sa fille fragile chantant dans le froid. C'était une artiste, une âme, un éclat de lumière dans l'ombre. Laurent, les poings serrés sur ses genoux, sentit quelque chose se briser en lui. Ce chant le traversait. Il ne s'agissait plus d'aider. Il s'agissait de réparer. À la fin de la chanson, un silence sacré précéda les applaudissements. Élodie s'inclina, remercia d'un regard discret, puis descendit lentement de la scène. Elle rejoignit sa mère dans un coin discret de la salle. Claire l'enlaça, longuement, sans mots. Dans cette étreinte, il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus de doute. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Élodie mangea à sa faim. Claire aussi. Elles restèrent jusqu'à la fin de la soirée, écoutant les autres enfants, applaudissant, riant même à quelques moments. Avant de partir, un des organisateurs leur remit un sac contenant des vêtements chauds, des produits d'hygiène et un bon pour une consultation médicale gratuite. Personne ne demanda leur adresse, personne ne les força à parler. Elles sortirent de la salle main dans la main, sous le ciel toujours menaçant, mais quelque chose avait changé. Dans la voiture, à quelques mètres de là, Laurent observa leur silhouette disparaître dans la nuit. Il savait que ce n'était qu'un premier pas. Mais pour la première fois depuis des semaines, il sentit qu'il avait réussi à frôler leur monde sans le heurter. Il n'avait pas tout réparé, mais il avait ouvert une porte. Et dans la voix d'Élodie, ce soir-là, il avait entendu plus que du talent. Il avait entendu une promesse, une vérité, et surtout, une urgence. Les jours suivants, l'événement caritatif s'écoulèrent avec une étrange tension dans l'air, comme si le souffle d'espoir ressenti lors de la soirée allait être brutalement repris. Élodie, plus silencieuse que d'habitude, semblait habitée par une mélancolie diffuse. Elle continuait à sortir chanter, mais quelque chose en elle avait changé. Ce qu'elle avait ressenti en chantant sur cette petite scène, sous les regards bienveillants d'inconnus silencieux, avait allumé une lumière qu'elle n'avait pas su éteindre depuis. C'était une lumière douce, mais impitoyable, car elle révélait désormais la dureté du quotidien, avec encore plus de cruauté. Une fois qu'on a goûté à un instant de dignité, il devient plus difficile de supporter l'indifférence. Claire, quant à elle, n'avait rien dit sur cette soirée. Elle ne l'avait ni louée ni critiquée. Elle avait regardé sa fille avec des yeux fatigués mais plus calmes. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que quelque chose se rapprochait. Elle le sentait dans la manière dont les employés du centre d'accueil évitaient les regards, dans les réunions impromptues entre travailleurs sociaux, dans les regards compatissants qui semblaient annoncer des mauvaises nouvelles. Elle avait appris à décoder les silences, et ce qu'elle comprenait, c'est qu'elles allaient devoir partir. Bientôt. Ce n'était pas une surprise. On leur avait déjà annoncé que le centre allait fermer, mais on leur avait laissé croire qu'il y aurait des solutions de repli, des structures d'urgence, des hébergements temporaires. Mais les jours passaient et rien ne venait. Un matin, alors qu'elles revenaient d'une visite à l'hôpital, Claire avait eu une crise de douleur insupportable dans la nuit. Elles trouvèrent leur chambre ouverte, les affaires entassées dans 2 sacs en plastique et un mot griffonné sur la table. « Veuillez vous adresser à la mairie du 4e arrondissement. Fin d'hébergement. » Aucun nom, aucune explication. Juste ces mots froids, bureaucratiques, indifférents. Claire resta figée devant la porte. Élodie posa doucement la main sur sa mère qui tremblait. Elles comprirent que c'était fini.
Il n'y avait pas eu de confrontation, pas d'explication. On leur avait simplement retiré le peu qu'elles avaient. Encore une fois. Cette fois, Claire ne pleura pas. Elle prit les sacs, les attacha solidement et sans un mot sortit du bâtiment. Élodie la suivit, serrant les lanières de son sac contre sa poitrine. Elles descendirent les marches une dernière fois, puis se retrouvèrent dans la rue, avec pour seul compagnon le vent et le silence. Elles errèrent quelques heures, espérant trouver un banc, un hall, un recoin où poser leurs sacs. Claire souffrait, mais refusait de se plaindre. Élodie, épuisée, proposa de retourner dans l'un des passages où elles avaient autrefois dormi, sous un porche abandonné, mais la zone était désormais barricadée. Elles finirent par s'installer sous un escalier de secours derrière une usine désaffectée. Il n'y avait ni chaleur, ni sécurité, mais c'était un abri. Elles s'y enroulèrent dans une vieille couverture, tremblante, silencieuse. La nuit fut longue, sans sommeil, rythmée par les bruits de la ville, les sirènes lointaines et les sanglots étouffés d'Élodie qu'elle tenta en vain de cacher. Pendant ce temps, Laurent Duval, inquiet de ne pas avoir eu de retour depuis la soirée, avait demandé à Thomas de reprendre discrètement la surveillance. Mais quand celui-ci se rendit au centre d'accueil, il ne trouva plus trace de Claire et Élodie. Le personnel, pressé de faire place nette, ne donna que des informations vagues. Les 2 noms avaient été rayés des listes. Aucune réaffectation connue. Pas de nouvelle adresse. Rien. Elle s'était volatilisée. Laurent sentit l'angoisse le saisir. Il se rendit compte qu'il avait trop attendu, qu'il avait voulu respecter leur rythme au point de rater le moment d'agir. Et maintenant, elles étaient dehors, nulle part, invisibles. Il activa immédiatement tous les moyens à sa disposition. Il fit imprimer discrètement des affiches simples, sans photo, avec juste ces mots. « Nous cherchons une fillette qui chantait près du restaurant Le Jardin Bleu. Elle portait une écharpe verte. Si vous la voyez, merci de contacter ce numéro. » Aucune question, aucun jugement. Juste une main tendue. Il demanda à son équipe de les distribuer dans les quartiers où Élodie avait l'habitude de chanter. Il demanda aussi à Thomas de passer dans les stations de métro ou les soupes populaires, les services d'urgence. Mais Lyon est grande et l'anonymat y est facile pour ceux qui savent disparaître. Laurent passait ses journées à consulter les rapports, les messages, les photos de caméras de sécurité des zones environnantes, mais aucune image d'Élodie, aucune trace de Claire, le vide. Il sentit monter en lui une colère sourde, contre lui-même, contre le système, contre cette société capable d'oublier une enfant au talent si pur. Il ne comprenait pas comment une telle voix pouvait disparaître sans que personne ne la remarque. Il se rappelait encore de ce soir-là, de la manière dont le silence s'était installé dans la salle, de la manière dont Élodie avait conquis chaque personne présente. Comment pouvait-elle être si vite oubliée? Claire, de son côté, était tombée malade. Fièvre, toux, vertige. Élodie s'occupait d'elle comme elle le pouvait, mouillant des mouchoirs avec de l'eau volée à une fontaine publique, partageant les rares aliments qu'elle arrivait à acheter avec quelques pièces. Mais elle ne chantait plus. Elle avait trop peur d'attirer l'attention, d'être retrouvée par les services sociaux. Elle ne voulait pas qu'on la sépare de sa mère. Elle préférait la misère, le froid, la faim, plutôt que l'incertitude d'un foyer inconnu. Elle savait que la loi, parfois, n'écoutait pas les cœurs. Elle avait vu une affiche, un soir, collée près d'un poteau. C'était l'annonce de Laurent. Elle l'avait lue en silence, son cœur battant plus fort. Elle reconnaissait la description. Elle savait que c'était lui. Mais elle avait peur. Elle ne savait pas ce que cela impliquait. Elle ne savait pas s'il était sincère. Alors elle arracha l'affiche, la plia et la garda dans sa poche. Juste au cas où. Et pendant que la ville poursuivait son cours, que les rues s'illuminaient pour les fêtes à venir, une petite fille et sa mère disparaissaient lentement dans les plis de l'indifférence. Mais quelque part, dans une poche trouée, il y avait un morceau de papier, un numéro, un mot, une chance peut-être. La pluie fine ne cessait plus depuis 2 jours, rendant chaque trottoir plus glissant, chaque recoin plus hostile. Lyon, pourtant si belle à l'approche des fêtes, prenait des allures d'aquarelle délavée. Sous un abribus du quartier de Guillotière, Élodie s'était réfugiée, tenant dans ses bras frêles le corps brûlant de fièvre de sa mère. Claire ne parlait presque plus, ses paupières mi-closes ne suivant plus les mouvements autour d'elle. Elle était tombée dans un état semi-conscient, entre les tremblements et le silence. Élodie, blottie contre elle, luttait pour garder sa propre chaleur, mais surtout pour garder l'espoir.
Elle avait passé la nuit à chanter à voix basse, non pour l'argent, non pour les passants, mais pour sa mère, comme une berceuse qu'elle récitait pour conjurer la peur de la perdre. C'est dans cette station de métro qu'elle fut remarquée. Une femme d'une 50aine d'années, fine, au visage doux mais marqué par la fatigue, s'arrêta en entendant les quelques notes fredonnées par Élodie. Elle n'avait pas l'allure d'une passante ordinaire. Elle tenait dans ses bras une pile de dossiers et portait un badge en plastique accroché à sa veste. Isabelle Fournier, professeure de musique, Centre culturel Gerland. Elle observait la scène sans oser s'approcher. Quelque chose dans cette voix lui rappelait les auditions qu'elle organisait dans sa jeunesse, les talents rares qu'on reconnaît dès la première note. Elle s'approcha lentement, s'accroupit à distance respectable et dit doucement « Tu as une très belle voix ». Élodie se crispa. Elle resserra son écharpe autour de sa mère et ne répondit pas. La femme ne bougea pas, gardant sa position basse, respectueuse. « Je m'appelle Isabelle, je travaille avec des enfants qui chantent, comme toi. » Toujours aucun mot. Alors elle tenta une autre approche. « Je ne vais pas te poser de questions, juste, j'ai vu une affiche dans la rue. Une annonce avec une écharpe verte, une fillette chanteuse. Est-ce que c'était toi ?» Le silence d'Élodie confirma ce que la femme soupçonnait. Elle ne fuyait pas. Elle avait juste peur. Isabelle sortit lentement de sa poche une copie de l'affiche de Laurent, la tendit sans insistance. « L'homme qui a écrit ça, il ne cherche pas à faire du mal. Je le connais un peu. Il veut t'aider. C'est tout. » Élodie regarda le papier, le même qu'elle avait plié et rangé dans sa poche il y a des jours. Elle le sortit lentement, le comparant à celui qu'Isabelle lui tendait. C'était le même. Elle baissa enfin les yeux et murmura « Mais si on nous sépare ?» Isabelle comprit immédiatement. Ce n'était pas l'aide qui effrayait la fillette, c'était l'idée de perdre sa mère. Elle répondit sans hésiter « Personne ne vous séparera, je te le promets. » Ces mots, dits avec une sincérité presque douloureuse, eurent un effet immédiat. Élodie hocha doucement la tête. Pour la première fois depuis des jours, elle acceptait une main tendue. Isabelle composa le numéro sur l'affiche depuis son téléphone personnel en expliquant qu'elle avait trouvé la fillette, qu'elle allait les conduire dans un endroit sûr, qu'elles avaient besoin d'aide médicale immédiatement. À l'autre bout de la ligne, Thomas prit les coordonnées puis appela Laurent en urgence. Il ne fallut pas une heure pour qu'une voiture discrète, conduite par un assistant de confiance, arrive à la station de métro. Claire fut transportée avec précaution jusqu'à la banquette arrière, Élodie assise à ses côtés, tenant sa main sans relâche. Isabelle les accompagna jusqu'à une adresse confidentielle transmise par Laurent. La destination n'était ni un hôtel de luxe, ni un appartement bourgeois. C'était une maison ancienne, située dans un quartier calme du 5e arrondissement, restaurée avec soin. Un lieu de repli, jadis utilisé par Camille pour accueillir de jeunes musiciens sans ressources. Aujourd'hui, elle appartenait encore à Laurent, restée vide depuis la disparition de sa sœur. En y installant Claire et Élodie, il savait qu'il leur offrait plus qu'un toit. Il leur redonnait un peu de l'âme qu'elles avaient perdue en route. Un médecin privé, appelé discrètement, vint examiner Claire dès leur arrivée. Diagnostic infection pulmonaire avancée, aggravée par la malnutrition et le froid. Un traitement fut mis en place immédiatement. Il prescrivit des antibiotiques, une surveillance rapprochée et surtout du repos. Élodie, installée dans une petite chambre mansardée, resta auprès de sa mère sans interruption. Pour la première fois depuis longtemps, elle dormait dans des lits vrais entre des murs solides, sous un toit silencieux. Les jours suivants furent marqués par un calme étrange. Élodie ne chantait pas. Elle restait en retrait, observant, écoutant. Les intervenants venaient avec douceur, toujours avec respect, offrant des repas, des vêtements, mais sans poser de questions intrusives. Laurent n'était pas encore venu en personne. Il voulait attendre que Claire soit assez forte pour qu'il puisse parler avec elle sans éveiller la méfiance. Il se contentait, chaque jour, de demander un rapport, une photo, un petit signe de progrès. Quand il reçut, une semaine plus tard, une vidéo muette d'Élodie assise au bord du lit, lisant à voix haute pour sa mère encore affaiblie, il sentit son cœur se serrer. Il avait eu peur de ne pas les retrouver. Maintenant, elles étaient là, et il ne les laisserait plus retomber dans l'oubli. Un matin, alors que Claire commençait à remanger un peu, Élodie demanda timidement à Isabelle s'il y avait un piano dans la maison. Isabelle, surprise, lui montra une petite pièce en contrebas, jadis salle de répétition, où un piano droit avait été laissé,
couvert d'un drap. Élodie s'en approcha comme on approche un trésor ancien. Elle leva le drap avec précaution, posa ses doigts sur les touches, hésita un instant, puis elle joua quelques accords. Rien de virtuose. Juste une suite de notes simples. Mais dans ces notes, il y avait toute la vie qu'elle n'avait pas encore vécue. Isabelle, émue, lui proposa alors quelque chose, une audition informelle, juste pour voir, pas un test, pas une compétition. Un moment musical dans un conservatoire privé de la ville, où un jury bienveillant écouterait des enfants en situation difficile. Élodie ne répondit pas tout de suite. Elle voulait en parler à sa mère. Claire, quand elle entendit la proposition, fut d'abord envahie par la peur. Elle craignait l'exposition, les projecteurs, les conséquences. Mais elle vit le regard de sa fille, cette flamme timide qu'elle croyait éteinte. Elle hocha lentement la tête. « Si c'est ce que tu veux, fais-le. Mais fais-le pour toi, pas pour survivre, pour exister. » Élodie la serra contre elle. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas la peur qui les enveloppait. C'était une nouvelle chance. Et cette fois, elles étaient prêtes à la saisir. Le matin de l'audition, un silence presque sacré régnait dans la maison. Élodie s'était levée avant le lever du jour, réveillée non par une alarme ou une voix, mais par une agitation intérieure qu'elle ne savait pas encore nommer. Une tension douce, une forme d'impatience mêlée à une peur silencieuse. Elle descendit lentement l'escalier de bois, pieds nus, puis s'assit devant la fenêtre donnant sur le petit jardin humide. Le ciel était d'un gris pâle, sans menace ni promesse, mais dans cette lumière voilée, elle sentit pour la première fois depuis longtemps que quelque chose allait vraiment changer. Dans la cuisine, Isabelle préparait un petit déjeuner chaud. Claire, encore faible mais bien plus alerte, restait assise, enveloppée dans un grand châle de laine. Ses joues avaient repris un peu de couleur, et ses gestes, bien que lents, retrouvaient une certaine grâce oubliée. Elle observait sa fille avec attention, retenant chaque détail, chaque geste, comme si elle gravait cette matinée dans sa mémoire. La voiture arriva à 10 heures. C'était un véhicule discret, conduit par Thomas, qui salua Claire d'un simple hochement de tête, puis ouvrit la portière pour Élodie. Celle-ci portait une robe bleu foncé, simple mais bien taillée, ses cheveux soigneusement tressés par Isabelle quelques instants plus tôt. Ses chaussures, légèrement trop grandes, avaient été lustrées avec soin. Elle ne parlait pas. Elle regardait droit devant elle, les mains posées sur ses genoux, concentrée. Le conservatoire privé se trouvait dans le 6e arrondissement, dans un immeuble ancien au haut plafond décoré de moulures. Les couloirs silencieux sentèrent le bois ciré et les partitions anciennes. Une dizaine d'enfants attendèrent leur tour, certains accompagnés de leurs parents, d'autres seuls, visiblement habitués à ce genre d'environnement. Élodie fut conduite dans une salle d'attente attenante à la salle d'audition. Un piano droit, bien accordé, trônait dans un coin. Elle ne l'effleura même pas. Elle ferma les yeux, revivant dans son esprit chaque mot de la chanson qu'elle avait choisie. Claire, assise à l'extérieur avec Isabelle, serrait entre ses doigts un mouchoir froissé. Elle n'avait pas la force d'entrer, mais elle savait que sa fille devait vivre ce moment seule. C'était un passage, une épreuve, mais aussi une libération. Laurent, qui avait fait le déplacement, se tenait à l'écart, vêtu simplement, presque anonyme parmi les autres adultes. Il n'avait pas averti les membres du jury de son implication. Il voulait que tout soit impartial, que le talent d'Élodie parle pour lui-même, sans la moindre influence. Quand son nom fut appelé, Élodie se leva sans trembler. Elle entra dans la salle éclairée par la lumière douce de grandes fenêtres. 3 membres du jury étaient assis derrière une table. Un pianiste accompagnateur l'attendait déjà. On lui demanda si elle souhaitait être accompagnée ou chanter a cappella. Elle choisit sans hésitation la seconde option. Elle se plaça au centre, respira profondément, puis commença. Dès les premières notes, la salle sembla changer d'atmosphère. Il ne s'agissait pas seulement de justesse ou de technique, mais de quelque chose d'autre, d'indéfinissable. Sa voix, nue, sans artifice, portait une charge émotionnelle que même les chanteurs professionnels mettent parfois des années à maîtriser. Chaque mot semblait surgir d'un lieu profond, chaque silence avait un poids. Le jury, d'abord attentif, se redressa légèrement. Les regards s'échangèrent sans un mot. La chanson parlait d'attente, de saisons qui passent, de douleurs silencieuses. Elle ne criait pas. Elle murmurait des vérités qu'on oublie souvent d'écouter. Quand elle eut fini, il n'y eut pas d'applaudissements, juste un silence respectueux,
dense, comme si le temps avait suspendu sa course. L'un des jurés, une femme d'une 60aine d'années, essuya discrètement une larme. Le plus jeune d'entre eux, visiblement ému, prit quelques secondes avant de remercier la fillette d'un ton calme. On lui indiqua qu'elle pouvait sortir, que les résultats seraient transmis dans les jours suivants. Élodie s'inclina, puis quitta la salle aussi dignement qu'elle y était entrée. Dehors, Claire attendait, le cœur battant. Lorsqu'elle vit sa fille apparaître, elle sut immédiatement que quelque chose s'était passé. Élodie ne parlait pas, mais son regard brillait d'une lumière nouvelle. Elle s'assit auprès de sa mère, posa sa tête contre son bras et soupira profondément. Pas d'épuisement, pas de doute, juste ce soulagement discret de celle qui vient de franchir une montagne qu'elle croyait infranchissable. Laurent, toujours à distance, observa la scène sans intervenir. Il n'était pas encore temps de parler. Il fallait laisser cet instant exister sans l'alourdir. Il savait pourtant que cette audition avait tout changé. Il l'avait vu dans les visages des jurés, dans le silence qui avait suivi la dernière note. Il n'y aurait pas de retour en arrière. La voix d'Élodie avait trouvé un espace où se poser. Il ne restait plus qu'à construire autour d'elle un monde où elle ne serait plus jamais obligée de chanter pour survivre. Sur le chemin du retour, personne ne parla beaucoup. Claire tenait la main de sa fille. Isabelle souriait doucement, le regard tourné vers le paysage défilant. Élodie, elle, regardait le ciel, où un rayon de lumière perçait enfin à travers les nuages. Ce n'était pas encore la fin du tunnel, mais c'était un pas de plus vers la lumière. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence autour d'elle n'était pas vide. Il était plein de promesses. Une semaine s'était écoulée depuis l'audition. Une semaine de silence tendu, entrecoupé de gestes quotidiens, d'instants suspendus et de pensées impossibles à partager. Élodie ne demandait pas de nouvelles. Elle semblait s'être détachée du résultat, comme si l'avoir vécu suffisait. Pourtant, chaque matin, en s'asseyant près du piano, elle posait ses doigts sur les touches sans jouer, le regard perdu. Claire, de son côté, retrouvait peu à peu ses forces. La fièvre avait disparu, son souffle s'était stabilisé et elle recommençait à se lever seule. Mais quelque chose en elle demeurait fragile, comme si elle craignait que tout s'effondre à nouveau au moindre geste mal placé. Isabelle venait tous les jours. Elle ne posait pas de questions, mais offrait sa présence, parfois un livre, parfois quelques exercices vocaux dissimulés dans une conversation. Laurent, lui, restait discret. Il n'était pas revenu depuis l'audition, préférant laisser le temps faire son œuvre. Mais lorsqu'il reçut l'appel du conservatoire un matin de décembre, il quitta immédiatement une réunion importante sans même s'excuser. La voix au téléphone était celle de la directrice. Une femme à la diction impeccable, au ton posé mais qui, cette fois, laissait percer une émotion sincère. Elle expliqua que le jury avait été profondément marqué par la prestation d'Élodie. Il n'avait pas seulement reconnu un potentiel rare, mais un niveau d'expression émotionnelle qui dépassait largement son âge. Après délibération, l'unanimité s'était imposée. Élodie allait non seulement être admise au conservatoire avec une bourse complète couvrant tous les frais, mais elle avait aussi été sélectionnée pour participer à un spectacle national organisé par une fondation partenaire du ministère de la Culture. Une reconnaissance exceptionnelle réservée à des enfants issus de parcours artistiques brillants, souvent accompagnés de professeurs renommés. Laurent écoutait en silence. Lorsqu'il raccrocha, il resta de longues minutes immobile, absorbé par le poids de ce qu'il venait d'entendre. Ce n'était plus seulement une victoire pour Élodie, c'était une réparation, une confirmation que cette voix, qu'il avait entendue pour la première fois à travers une vitre embuée, avait enfin trouvé sa place dans le monde. Il prit alors une décision qu'il savait essentielle. Cette nouvelle devait leur être annoncée avec précaution, ni comme un miracle, ni comme une dette, juste comme une reconnaissance légitime d'un talent qu'on n'avait pas su voir à temps. Il se rendit à la maison en fin d'après-midi. Claire était assise dans le salon, un plaid sur les jambes, un livre ouvert qu'elle ne lisait pas vraiment. Lorsqu'elle vit Laurent entrer, elle se redressa légèrement, surprise mais sans hostilité. Élodie, en haut, descendit lentement les marches, son visage figé dans une expression indéchiffrable. Laurent s'assit sans formalité, posa une petite enveloppe sur la table basse et dit simplement « Le conservatoire a donné sa réponse ». Un silence tomba. Claire fixa l'enveloppe comme si elle craignait qu'elle brûle au toucher. Élodie, debout près de la porte, n'osait pas bouger. Alors Laurent ajouta, la voix douce mais ferme « Ils ont été bouleversés. Ils veulent t'accueillir avec une bourse complète. Et
Ils t'ont choisi pour représenter le conservatoire dans un spectacle national. » Le silence se prolongea encore. Puis, lentement, Claire ferma les yeux. 2 larmes silencieuses coulèrent sur ses joues creusées. Elle n'eut pas besoin de mots. C'était une délivrance. Élodie, elle, resta un moment figée. Puis elle s'approcha de sa mère, s'agenouilla devant elle et posa la tête sur ses genoux. Elle ne pleura pas. Elle resta là, immobile, comme pour vérifier que c'était vrai, que cette fois, ce n'était pas un rêve. Laurent se leva alors, discret, laissant l'enveloppe sur la table. Il se contenta d'ajouter « Ils ne veulent pas que la presse s'en mêle. Pas de photos, pas d'interviews. Ils respectent ton histoire, et moi aussi. » Claire le regarda enfin dans les yeux. Pour la première fois, elle lui adressa un sourire, léger, fragile mais sincère. Il y avait dans ce regard quelque chose de cassé, mais aussi une immense gratitude, silencieuse, pudique. Laurent hocha doucement la tête, puis sortit sans un mot de plus. Dans les jours qui suivirent, tout s'enchaîna avec une étrange fluidité. Le conservatoire envoya un professeur particulier pour commencer un accompagnement personnalisé avec Élodie. L'homme, d'un âge avancé, parlait peu mais écoutait beaucoup. Il comprit immédiatement que l'approche classique ne fonctionnerait pas avec elle. Il la laissa jouer à son rythme, chanter ce qu'elle voulait, et peu à peu construisit autour de ses choix un cadre, une rigueur, sans jamais briser sa liberté. Claire, de son côté, fut contactée par une directrice d'école publique d'art qui avait entendu parler de son parcours passé. Impressionnée par son ancien CV et sur recommandation discrète d'un réseau artistique encore lié à Camille, elle lui proposa de donner des cours de théorie musicale. C'était peu payé à temps partiel, mais c'était un retour à sa vocation, une réintégration dans le monde qu'elle croyait perdu. Elle accepta avec une réserve mêlée d'émotions. Pour la première fois depuis des années, elle allait de nouveau parler musique devant une classe. Laurent, fidèle à sa promesse, resta en retrait. Il s'assura que tout se mettait en place. Un logement stable, un soutien médical continu, une scolarité adaptée. Mais jamais il ne força sa présence. Il leur rendait visite de temps en temps, apportant un livre, partageant un repas. Il n'était ni un mécène, ni un ami envahissant. Juste une présence solide, respectueuse, prête à répondre si besoin, mais jamais imposée. Un après-midi, alors qu'il passait les voir, il trouva Élodie dans le salon, assise au sol, entourée de feuilles, en train d'écrire les paroles d'une chanson qu'elle composait elle-même. Elle leva les yeux vers lui, lui sourit, puis lui dit simplement « C'est pour le spectacle ». Il ne demanda pas à lire. Il se contenta d'un « Tu me la chanteras quand tu voudras ». Et dans ce silence partagé, dans cette simplicité retrouvée, il sut que l'essentiel avait été accompli. Non pas un sauvetage, mais une reconnexion, une réparation, une reconnaissance, et surtout la naissance d'un avenir qui, cette fois, ne serait plus volé. Les semaines passèrent comme un souffle doux, effaçant peu à peu les stigmates d'une existence en fuite. Lyon, recouverte désormais par les lumières hivernales, vibrait d'une chaleur festive que Claire et Élodie n'avaient jamais connue sous cet angle. Les vitrines illuminées, les marchés de Noël, les passants chargés de cadeaux, tout cela semblait autrefois appartenir à un monde parallèle, inaccessible. Désormais, elle le regardait à travers les vitres d'un appartement modeste mais accueillant, situé dans une ruelle calme du 14e arrondissement. Laurent avait mis du temps à trouver cet endroit, ni trop grand, ni trop visible, mais lumineux, bien situé, sécurisé. C'était un espace pensé pour qu'elle puisse reconstruire, pas seulement survivre. Claire, au début, avait protesté. Elle ne voulait pas d'un appartement offert, d'une dette déguisée. Mais Laurent, fidèle à sa discrétion, lui proposa un contrat de location à son nom payé pendant 1 an, le temps qu'elle puisse se remettre debout. Il avait précisé « Ce n'est pas un cadeau, c'est une transition. Ensuite, vous reprendrez la main. » Elle avait fini par accepter, non par résignation, mais par lucidité. Elle comprenait que refuser par orgueil, cette fois, reviendrait à trahir l'avenir de sa fille. Élodie, quant à elle, découvrait une vie qu'elle n'avait jamais connue. Elle avait sa propre chambre, un petit bureau, une étagère où elle pouvait poser ses livres, ses cahiers, ses partitions. Chaque matin, elle partait au conservatoire avec un sac sur le dos, des chaussures sèches, un manteau chaud et une fierté discrète dans le regard. Elle se mêlait aux autres élèves avec une timidité persistante, mais sa voix, elle, ne tremblait plus. Elle travaillait avec un acharnement silencieux,
prenant chaque conseil comme un trésor, chaque correction comme une chance de grandir. Elle s'était liée d'amitié avec une autre élève, Anya, une fille vive et curieuse qui jouait du violoncelle. Elles passaient des heures à répéter ensemble, à écrire des petits morceaux, à rêver de concerts. Anya ne lui posait jamais de questions sur son passé. Elle avait compris que certains silences étaient des zones sacrées qu'il ne fallait pas violer. En retour, Élodie lui offrait son attention, son humour discret, sa fidélité absolue. Le soir, à la maison, Claire reprenait peu à peu ses habitudes de musicienne. Elle relisait ses anciens carnets, annotait des partitions, écoutait des enregistrements classiques qu'elle avait autrefois enseignés. Son poste dans l'école publique lui avait redonné un rythme, une utilité. Elle préparait ses cours avec soin, retrouvant le plaisir de transmettre. Ses élèves, souvent issus de milieux populaires, l'écoutaient avec un respect presque instinctif. Il se dégageait d'elle une gravité, une profondeur, qui imposait l'écoute. Un jour, un élève lui demanda s'il était vrai qu'elle avait joué dans une grande salle à Paris il y a longtemps. Elle sourit doucement puis répondit « Oui, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous jouez aujourd'hui. » Cette phrase, simple, résumait son nouveau regard sur la vie. Le passé n'était plus un poids, ni un regret. Il devenait un terreau. Et l'avenir, un champ encore vierge. Laurent, fidèle à son engagement, continuait à les accompagner en silence. Il passait parfois pour un café, déposait un livre ou une partition ancienne sur la table, restait 1 heure, parfois moins. Il ne s'imposait jamais. Il ne donnait pas de conseils, mais sa présence, toujours calme, était devenue un repère. Élodie, peu à peu, avait cessé de le voir comme l'homme du restaurant ou celui qui aide. Elle le considérait comme un témoin, quelqu'un qui avait vu, qui avait compris, et qui, sans jamais l'avoir dit, avait refusé de tourner le dos. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner simple, Élodie lui posa une question, les yeux brillants. « Pourquoi vous m'avez aidé? Pourquoi moi ?» Laurent prit une longue inspiration, puis répondit sans détour, « Parce que je vous ai entendu. » Et parfois une voix, ça suffit à réveiller ce qu'on croyait perdu. Il ne précisa pas ce qu'il avait perdu lui-même. Mais Claire, en l'écoutant, comprit que cet homme portait aussi ses propres blessures, ses propres silences. Et dans ce respect mutuel, quelque chose d'unique se tissait. Les préparatifs pour le spectacle national commencèrent à prendre forme. Élodie recevait chaque semaine un programme de répétition. Le répertoire avait été choisi. Une suite de morceaux traditionnels réarrangés pour solistes et orchestre. L'un des morceaux, curieusement, était une variation sur la même mélodie qu'elle chantait autrefois dans la rue. Elle ne le dit à personne, mais lorsqu'elle le découvrit, une émotion profonde l'envahit. C'était comme si la vie, d'un geste invisible, bouclait une boucle, comme si ce chant, né dans le froid et la solitude, trouvait enfin son écrin. Elle travailla d'arrache-pied, réécrivant certaines lignes pour les adapter à sa voix, demandant des heures supplémentaires de répétition. Son professeur particulier, impressionné, affirma qu'il n'avait jamais vu une élève aussi investie. Il lui dit un jour, en rangeant ses affaires, « Tu ne chantes pas pour être aimé, tu chantes pour dire que tu es là, et ça, c'est rare. » Le jour approchait. Le spectacle serait donné à l'Opéra de Lyon, devant une salle comble. Aucun nom d'interprète n'avait été divulgué au public. Le programme était volontairement anonyme, pour laisser la musique parler avant les histoires. Laurent avait veillé à cela. Pas de sensationnalisme, pas de récupération, juste l'art, nu, offert à ceux qui sauraient l'entendre. Et dans l'appartement modeste, dans la cuisine silencieuse, Claire préparait le petit déjeuner pendant qu'Élodie répétait dans la pièce voisine. Le piano vibrait doucement, les notes s'enchaînaient, claires, assurées. Le passé était encore là, mais il ne faisait plus peur. Il n'était plus un fardeau. C'était devenu une part de la mélodie. Et chaque jour, dans chaque note, dans chaque mot chanté, une nouvelle vie se construisait. Une vie choisie, une vie méritée. Le jour tant attendu arriva avec une solennité presque irréelle. Dès les premières lueurs de l'aube, la ville semblait suspendue dans une atmosphère feutrée, comme si elle retenait son souffle. L'Opéra de Lyon, imposant et majestueux, s'élevait au cœur de la ville, sa façade illuminée d'une lueur dorée qui contrastait avec le ciel gris d'hiver. À l'intérieur, les préparatifs battaient leur plein. Musiciens, techniciens, régisseurs, chacun s'affairait dans une chorégraphie silencieuse, respectueuse du lieu et de l'instant. L'événement n'était pas simplement un concert.
Il était devenu, au fil des répétitions, une ode à la résilience, un hommage discret à tous ceux qui avaient traversé l'ombre. Dans une loge à l'étage, Élodie se tenait devant un miroir. Elle portait une robe blanche aux lignes sobres, sans paillettes, sans exagération mais d'une élégance pure. Ses cheveux, tressés avec soin, retombaient légèrement sur ses épaules. À ses côtés, Claire l'aidait à ajuster un ruban au niveau de la taille. Aucune parole n'était échangée. Tout avait déjà été dit. Dans les yeux de la mère, une fierté profonde brillait, une lumière que ni la maladie ni les années de douleur n'avaient pu ternir. Dans ceux d'Élodie, on lisait une concentration absolue, mêlée d'une émotion contenue. Elle n'allait pas chanter pour un prix, ni pour un avenir. Elle allait chanter pour la première fois en étant totalement elle-même. Laurent était déjà assis dans la salle, au deuxième rang, non pas au centre, mais légèrement sur le côté, comme à son habitude. Il n'avait averti personne de sa présence. Il n'était pas venu en tant que mécène, ni comme organisateur. Il était là comme un simple spectateur, témoin silencieux d'un destin en train de s'accomplir. À côté de lui, Isabelle serrait dans ses mains le programme imprimé. Aucun nom d'interprète n'y figurait comme prévu. Juste le titre des œuvres, et à côté de l'une d'elles, ces mots « Voix soliste, arrangement libre ». Le rideau se leva sur un orchestre en demi-cercle. Les premières notes s'élevèrent, douces, enveloppantes. Une suite de morceaux traditionnels ouvrait la soirée, joués avec justesse, mais sans exubérance. Puis, après un changement subtil de lumière, le chef d'orchestre annonça sans micro la pièce suivante. Les musiciens commencèrent à jouer les premières mesures, une introduction lente, presque mystique. Et dans un silence absolu, Élodie entra en scène. Elle s'avança lentement, les bras le long du corps, le regard levé mais sans chercher le public. Elle se posta devant le micro, inspira profondément, et quand sa voix s'éleva, ce ne fut pas un chant, mais une présence. Elle ne chanta pas fort, elle ne chercha pas à impressionner. Elle chanta comme elle avait toujours chanté, avec vérité. La chanson qu'elle avait choisie, celle qu'elle murmurait autrefois dans la rue, devant le restaurant, dans le froid et l'indifférence, prenait ici une toute autre dimension. L'arrangement orchestral, discret et délicat, soutenait chaque mot sans l'écraser. Les violons suivaient ses inflexions, les vents accompagnaient ses silences. Dans la salle, les respirations se faisaient rares. On sentait que quelque chose se jouait au-delà de la technique. Chaque personne présente, sans forcément connaître son histoire, percevait que cet enfant ne chantait pas pour séduire, mais pour raconter. Raconter une chute, une attente, une survie et surtout une renaissance. Au fond, Claire, assise aux côtés d'Isabelle, avait les mains jointes, les yeux embués de larmes qu'elle ne cherchait pas à cacher. Laurent, les lèvres serrées, regardait fixement la scène, sa gorge nouée par une émotion ancienne qu'il ne comprenait pas totalement lui-même. Quand la dernière note s'éteignit, il n'y eut aucun applaudissement immédiat, juste un silence dense, habité, presque sacré. Puis, comme un souffle collectif, la salle entière se leva. Une ovation lente, puissante, non pas bruyante, mais profonde. Les applaudissements montèrent en vagues, portés non par la surprise, mais par la reconnaissance. Élodie resta immobile quelques secondes. Elle regarda le public, puis baissa légèrement la tête. Elle ne pleura pas. Elle sourit. Un sourire minuscule, mais qui disait tout. Elle quitta la scène sans se retourner. En coulisses, Claire l'attendait. Elle ouvrit les bras, et sa fille s'y précipita. L'étreinte dura longtemps. Aucune parole, juste 2 battements de cœur, enfin à l'unisson. Isabelle les observa de loin, en silence, les mains sur la bouche. Laurent, resté dans la salle encore vide, se leva finalement. Il s'approcha de la scène, posa la main sur la rambarde, puis ferma les yeux. Il entendait encore l'écho de la voix d'Élodie, flottant dans les hauteurs du théâtre. Il savait que cette voix ne serait plus jamais ignorée. Dans les jours qui suivirent, la vidéo du spectacle, bien que filmée discrètement et sans intention médiatique, circula dans les cercles artistiques. Les réactions furent immédiates. Des directeurs d'opéra, des professeurs de chant, des musiciens professionnels commencèrent à poser des questions. Qui était cet enfant? D'où venait-elle? Pourquoi n'avait-on jamais entendu parler d'elle? Laurent, fidèle à sa promesse, filtra toute demande, protégeant farouchement l'intimité d'Élodie. Il laissa à Claire et à sa fille le soin de choisir, de répondre ou non.
Elles n'étaient plus dans l'urgence. Elles avaient le droit de décider. Élodie, elle, retourna au conservatoire le lundi suivant, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Les regards avaient gagné en respect, en douceur. On ne lui parlait plus de sa voix comme d'un miracle. On parlait de travail, de chemin. Elle n'était plus une exception. Elle était une musicienne. Un mois plus tard, elle fut invitée à se produire dans une petite salle parisienne dans le cadre d'un cycle de jeunes talents. Elle accepta à la condition que sa mère puisse l'accompagner et qu'aucune mention de son passé ne soit faite dans le programme. Le directeur accepta. Ce soir-là, dans cette salle plus intime, elle chanta une nouvelle chanson, une composition à elle, inspirée de sa vie, de ses silences, de ses retrouvailles. Elle l'avait intitulée « La chanson que la rue m'a apprise », et dans les dernières notes, alors que sa voix s'élevait une dernière fois, claire, vibrante, libre, elle ferma les yeux. Devant elle, un public debout. Derrière elle, une vie reconstruite. Et en elle, la certitude qu'elle n'aurait plus jamais besoin de chanter pour manger. Elle chantait désormais pour vivre.